d'une quarantaine de personnes se sont réunies mercredi matin à l'Université du Québec à Chicoutimi afin de prendre part à la conférence Parlons-en, femmes dans le sport. L'initiative présentée dans le cadre du colloque Synergie tenait à mettre de l'avant les enjeux liés à la santé menstruelle et pelvienne ainsi que leurs impacts sur la participation et la rétention sportive. Et mon but aujourd'hui, c'était de présenter aux administrateurs qu'est-ce qu'on sait sur la santé et la performance de la femme pour mettre de l'avant la campagne Parlons-en puis le défi d'équité menstruelle qui vise à vulgariser, éduquer au niveau de la santé des femmes, donc du cycle menstruel et de la santé du plancher pelvien. Puis pour faire des petits changements, disons, à l'interne, par exemple, en rendant des produits menstruels accessibles, en parlant davantage aux athlètes sur leur santé. La campagne Parlons-en est vraiment là pour briser le silence par rapport aux enjeux de santé menstruelle et pelvienne dans le sport, parce qu'on le sait que les femmes vivent des problématiques, ont des symptômes, des enjeux. Et de l'autre côté, on n'en parle pas vraiment publiquement parce que c'est des sujets tabous. Si on veut que les filles et les femmes ils restent dans le sport et qu'il y ait une pratique sportive dans le temps, on n'a pas le choix d'adresser les particularités qui sont propres à leur physiologie, dont les menstruations, dont le plancher pelvien. Donc, on ne veut pas juste qu'il y ait des produits accessibles, mais que, par exemple, les jeunes filles sachent que lorsqu'on a un problème au niveau menstruel, lorsque nos règles arrêtent, c'est un signal d'alarme que notre corps nous envoie. On veut qu'elles sachent ça. En chiffres, ce sont 60 % des jeunes sportives qui rapportent devoir limiter ou encore éviter la pratique d'un sport durant leur menstruation. De plus, seulement 11 % des athlètes féminines se sentent à l'aise d'aborder la santé menstruelle avec leur entraîneur. Deux jeunes athlètes de l'UQAC nous ont d'ailleurs fait part de leur rapport à la santé menstruelle en contexte sportif. En regardant la présentation, j'ai vraiment compris à quel point je n'étais pas assez informée de tout ce qui est relié à ça, toutes les informations. Puis on parle de mon corps, on parle de comment il fonctionne. Donc, je pense que c'est vraiment important de les sensibiliser dès un jeune âge aussi pour les jeunes athlètes que, à parler des statistiques du nombre de femmes qui arrêtent leur sport très jeunes. Je trouve ça triste que ça soit comment ton corps fonctionne, fait que ça tente moins de pratiquer ton sport. Donc, je pense que c'est vraiment important d'en parler. Puis je pense qu'on devient de plus en plus informés, autant les personnes qui pratiquent le sport, qui ne sont pas nécessairement dans ce milieu-là. Donc, c'est ça qui est plaisant à voir. Aussi, les femmes vont avoir des symptômes, que ce soit des symptômes affectifs, la motivation, l'anxiété, ou des symptômes physiques comme la fatigue, les maux de tête, les crampes. Et ça va influencer leur pratique d'activité physique. Donc, il faut qu'elles puissent en parler. La collaboration de l'UQAC et de l'association étudiante a permis depuis peu la distribution d'articles menstruels gratuits sur le campus. Rappelons que le colloque Synergie se poursuit jusqu'à jeudi. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Avec le retour du printemps, les recherches ont été relancées pour retracer Jean-Claude Bergeron au Lac-Saint-Jean. L'homme de 69 ans d'Allemand manque à l'appel depuis 6 mois. Son véhicule avait été localisé à Saint-Méthode. Les recherches avaient été suspendues à l'époque en raison du couvert de neige. Un poste de commandement a été installé mercredi à l'intersection du rang 4 et du chemin du lac pour obtenir de nouvelles informations. L'accumulation de neige avait fait en sorte qu'on avait dû cesser les recherches puisqu'il n'y avait pas de nouveaux éléments d'enquête. Avec le support de l'équipe cynophile, donc un chien et son maître chien, le chien spécialiste, lui, pour retrouver des personnes décédées, donc va quadriller un certain secteur, dont les ravins et la rivière, les abords de la rivière Tiquapé, justement parce que maintenant, il n'y a plus de couvert de neige, ce qui pourrait nous permettre peut-être de retrouver certains éléments qui pourraient nous faire avancer dans l'enquête. Un rassemblement au parc de la Rivière-du-Moulin à Chicoutimi visait à souligner la 53e semaine de la dignité des personnes assistées sociales. L'événement a pris la forme d'un dîner hot-dog en cette journée du stimé. L'organisme Astuce, qui travaille auprès des personnes sans emploi de la région, voulait dénoncer les préjugés auxquels font face les personnes sur l'aide sociale. Malheureusement, on va vraiment dans le côté exclusion sociale auprès des personnes assistées sociales. Il va y avoir vraiment beaucoup de préjugés par rapport à ça. On va penser que les personnes vont être plus paresseuses, dépendantes, qui ne veulent pas travailler, quand malheureusement, c'est vraiment pas ça la réalité. Ça va même apporter une exclusion sociale, une gêne, un manque d'estime de soi. Donc, c'est ça qu'on veut déconstruire aujourd'hui. Puis on veut leur démontrer aussi que tout le monde pourrait travailler. Puis qu'en ce moment, en plus, précarité financière, ça peut toucher vraiment n'importe qui. Donc, on veut vraiment faire de la sensibilisation à ce niveau-là. Canada Sauce poursuit son expansion. D'ici la fin de l'année, le fabricant de condiments du Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite ouvrir 400 nouveaux points de vente. L'objectif est d'atteindre 2700 magasins d'un bout à l'autre du pays. Bien, comme vous le savez, si on était au Québec, on s'appellerait Québec Sauce. C'est clair, on se le fait dire régulièrement.
mais on est Canada Sauce. Canada Sauce, c'est coast to coast. C'est Halifax à Saguenay, à Vancouver, à Tofino. On a même certaines percées qui se font en ce moment en Europe. J'arrive de Paris justement il y a quelques jours. Puis on s'apprête à rentrer sur l'ensemble des Costco français. On n'essaie pas d'innover, on n'essaie pas d'être compliqué, on n'essaie pas de dire quelque chose de différent puis de faire des grands PowerPoint qui disent n'importe quoi. Nous, on donne un produit qui est honnête, qui dit la vérité sur sa liste d'ingrédients. Puis je sais que mes clients vont être là dans 30, 40, 50 ans parce qu'ils font attention à leur santé. Puis c'est pour ça que je leur donne ce beau cadeau-là qui est Canada Sauce. Les cas de fraude impliquant de faux représentants se multiplient à Sherbrooke, si bien que le service de police annonce la mise en place d'un groupe d'enquêteurs, d'agents et de partenaires du milieu qui vont s'attaquer à ce type de crime. Et ça s'appelle le projet NIP. On unit nos forces. Dorénavant, dans ce type de fraude-là, on fait face à des fraudeurs bien organisés, plusieurs victimes. C'est 90 dossiers de fraude, de faux représentants, faux policiers depuis janvier, donc au cours des derniers mois. C'est beaucoup de plaintes, beaucoup de victimes et on met les efforts nécessaires pour faire ces enquêtes-là. Beaucoup de types variés de fraude, mais ce qui nous occupe précisément et au cours des dernières semaines, c'est vraiment le ciblé. C'est des fraudes qui visent les personnes âgées. On parle dans 70, 80, 90 ans. Des gens qui font des téléphones, qui se font passer pour des représentants de banques, caisses populaires, des policiers également, et disent aux gens, en mettant beaucoup de pression, donc il y a que fraude dans leur compte de banque et ils se doivent de récupérer les cartes de crédit, les cartes de débit avec bien sûr les mots de passe, les NIP, et ce rapidement. Et quelques minutes plus tard, ces personnes-là, ces plaignants, voient l'économie de toute leur vie souvent dilapidée et fraudée. Là. Il y a quand même quelques conseils qu'on peut donner à la population. Bien, il faut savoir que jamais, mais jamais, les policiers, les enquêteurs, les employés de caisses populaires, de banques se rendent à votre domicile pour prendre physiquement vos cartes de crédit, vos cartes de débit, vos mots de passe. Ça se fait pas. On demande aussi à la population d'être vigilant. Lorsque vous recevez ce genre d'appel, c'est raccrocher carrément. Évitez de discuter longuement avec ces gens-là parce qu'ils mettent beaucoup de pression, sont convaincants, sont efficaces dans leur type de fraude. Donc, et bien sûr, peut-être passer le mot souvent autour de vous, parler à vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes plus âgés, expliquer le modus operandi, la façon de faire là, pour éviter des fraudes. Là. Le service de police de Sherbrooke invite les personnes qui seraient victimes de fraude impliquant de faux représentants à le contacter. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. En fait, je pense que tu peux avoir un bon salaire sans faire d'université, mais avoir un bon salaire en faisant l'université. En fait, je pense que c'est un peu au cas par cas. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un diplôme universitaire? La session d'hiver vient de terminer et c'est bientôt l'heure des collations de grade pour bien des personnes, mais je voulais voir si les gens pensent que c'est encore utile en 2026. Ça dépend de la carrière. Avec IA en ce moment, je pense que si tu veux devenir plombier, c'est pas nécessaire d'aller à l'université. Comme le génie, tout ça, t'as forcément besoin d'avoir un diplôme pour avoir un bon salaire et tout. Donc oui, on en a besoin. Oui, je pense que ça donne des points de négociation quand on postule pour un poste. Je pense que ça devrait être gratuit. Là. Les gens qui font pas l'université, qui arrivent à se démarquer parce qu'ils ont des expériences, qu'ils ont travaillé fort pour en arriver là. Puis il y a d'autres personnes qui, par exemple, qui ont l'université, qui n'ont malheureusement pas le salaire qu'ils espéraient. Selon un sondage léger de 2025, c'est quand même 40 des jeunes en 18 et 24 ans qui ne pensent pas que des études postsecondaires sont nécessaires pour avoir un bon salaire. Mais pour pousser ma réflexion, je m'en vais à un colloque qui s'attaque à la question. Les études universitaires valent encore la peine en 2026. Donc, essentiellement, le propos, c'est qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour maintenir la valeur du diplôme? Bien, l'idée, c'est qu'on peut amener les étudiants, dans le fond, à transférer des connaissances dans nos milieux. Je peux penser dans un cours d'histoire, on pourrait inviter les étudiants de baccalauréat à aller donner une conférence sur une époque donnée dans des écoles secondaires pour leur permettre de transférer des connaissances, de tester leur façon de vulgariser ça. Donc, on change un peu les formules d'évaluation, mais qu'en plus, ça a une contribution à l'extérieur de nos murs. Je pense que l'université doit être accessible pour tous en faisant un projet qui va au-delà de uniquement créer de la main-d'œuvre pour le marché du travail, de proposer un projet où l'université est un endroit où les gens réfléchissent, où les gens se posent des questions, où les gens prennent le temps aussi de penser dans un monde qui s'accélère. C'est sûr qu'au niveau salaire, avoir un diplôme, ça reste bénéfique au Québec, les chiffres le montrent, mais les données, c'est rare qu'elles font la différence entre le bac, la maîtrise et le doc. Donc, jusqu'où faut-il aller?